Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents ici à Ballard pour ce point presse, le dernier a priori de l'année 2021. Nous avons l'honneur de recevoir Madame Alice Guiton, qui est la directrice générale des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées, qui va nous parler de la PFUE et des questions de défense dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Nous recevrons également le capitaine de vaisseau Claire Potier qui nous parlera des relèves d'équipage sur les bâtiments type FREMM. Merci beaucoup à tous les deux d'être présents aujourd'hui. Je commence, comme il en est l'usage, par les quelques points d'actualité du ministère des Armées. Une thématique maritime d'abord. Vous signalez la mise sur cale aujourd'hui de la première frégate de défense et d'intervention à Lorient. La frégate Amiral Renard. Alors ce n'est pas un jalon étatique en tant que tel, contractuel, c'est un jalon industriel, mais c'est une étape très importante. C'est donc la première fois que le bateau est mis sur ces tins, sur ces espèces de grosses cales en bois, dans un bassin, et donc la construction avance au bon rythme, et nous sommes toujours sur le trait pour une livraison en 2024, comme elle était prévue dans la loi de programmation militaire. Je rappelle que la Marine nationale sera dotée à l'horizon 2030 de 15 frégates de premier rang, 8 frégates FREMM, 2 frégates de défense aérienne et donc 5 FDI. Les FDI font donc partie du format des frégates de premier rang, sont des bateaux de la classe 4000-4500 tonnes avec des capacités de lutte dans tous les domaines et notamment la projection possible de forces spéciales. Deuxième point, toujours dans le domaine capacitaire, je souhaitais vous faire un point sur les livraisons qui sont nombreuses en matière d'équipement. D'abord les griffons, sujet dont nous avions beaucoup parlé. Vous vous souvenez que suite à la crise Covid, il y avait eu un léger retard de prix dans la livraison de ces griffons. Ces retards sont maintenant totalement résorbés puisque nous avons réceptionné le 157e véhicule au titre de l'année 2021, 119 qui a été prévu dans la loi de programmation militaire, et 38 qui était initialement prévu l'année dernière et qui avait basculé sur un calendrier 2021 à cause du Covid. Donc désormais, le retard est complètement résorbé et nous sommes sur les rythmes de livraison qui étaient prévus par la loi de programmation militaire. Je souhaitais vous signaler que ce premier griffon qu'on voit au milieu, enfin ce 157e griffon, est un des premiers dans une version dite ELI, comme élément léger d'intervention, maintenance. Concrètement, ce type de véhicule permettra à un sous-GTIA, un sous-groupement tactique interarmes, dont le colonel Yanni vous parle régulièrement dans le point opération, de bénéficier d'un atelier de maintenance sur le terrain. Et donc, vous imaginez bien toute la plus-value qu'on attend de ce type de véhicule. Au total, nous aurons donc livré, à l'instant où je vous parle, 339 griffons aux forces armées. Deuxième livraison importante, la livraison du dernier lot pour 2021 de 100 véhicules VT4, le véhicule que vous voyez sur votre gauche, ce qui porte à 3000 le nombre de ces véhicules qui ont été livrés aux forces grâce à la loi de programmation militaire. Il en reste 1380 à livrer, puisque la cible complète était de 4380 véhicules. Ces derniers véhicules seront livrés en 2022 et en 2023. Je rappelle que les VT4 peuvent embarquer soit 5 soldats, soit 4 combattants équipés félins, avec des systèmes de communication, de géolocalisation, notamment. C'est un véhicule qui est aérotransportable et ce véhicule, qui est au standard 2, est apte à être projeté sur des théâtres d'opérations extérieures dits stabilisés. Les livraisons de ces véhicules sont majoritairement pour l'armée de terre, 3890 véhicules pour l'armée de terre. Les autres véhicules sont dédiés à la Marine nationale, à l'armée de l'air et de l'espace, au service de l'énergie opérationnelle et au service interarmées des munitions. Enfin, je termine par des drones, les drones Anafi de la société Parrot que vous voyez sur votre droite. Ils ont été livrés la première semaine de décembre aux forces armées, 140 systèmes de ce type. Alors un système compte 2 drones, 2 micro-drones comme celui-ci, et nous avions déjà réceptionné 10 systèmes pour des tests au cours de l'année 2021. Nous avons donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, 300 drones de ce type qui sont destinés pour 77 systèmes à l'armée de terre, pour 37 à la Marine nationale et pour 36 à l'armée de l'air et de l'espace. Nous venons de commander 108 autres systèmes, donc 216 autres drones, le 9 décembre, et ces nouveaux drones seront livrés au premier semestre 2022. Troisième point d'actualité, la création d'un pôle d'innovation technique qui s'appelle IdeaCube, qui est basé à Toulouse et qui est centré sur les questions aéronautiques. Jusque-là, il existait déjà un pôle d'innovation technique qui s'appelait CIEL. Ce pôle grossit, on lui change de nom à cette occasion, puisque désormais, outre la DGA et l'armée de terre, se greffe à ce pôle d'innovation technique l'armée de l'air et de l'espace, et singulièrement le CEAM
et le commandement des forces aériennes, mais aussi la direction de la maintenance aéronautique et le service industriel de l'aéronautique. Côté Marine nationale, le centre d'expérimentation pratique et de réception de l'aéronautique navale fait aussi partie de ce pôle dont je vous rappelle l'objectif, c'est de constituer un cluster entre des industriels, des opérationnels, des institutionnels évidemment et des centres de la DGA, ici DGA Technique Aéronautique. L'idée est de faire maturer, de préparer des projets d'innovation qui ensuite sont soumis à l'AID. Et à titre d'exemple, ce pôle d'innovation technique a déjà soumis 6 projets à l'AID, par exemple des capteurs innovants pour mesurer les efforts dans une toile de parachute ou des systèmes intelligents pour prédire la maintenance qu'il faut réaliser sur des parachutes. Voilà, donc des choses très innovantes qui sont chapeautées par ces pôles d'innovation technique. Quatrième point d'actualité, une mission importante de l'armée de l'air et de l'espace qui s'appelle SHICRA. Alors SHICRA veut dire, ça désigne un épervier aux ailes pointues. C'est une mission qui se déroulera du 5 janvier au 3 février 2022 dans la zone de l'Afrique de l'Est, avec notamment un focus sur Djibouti du 10 au 27 janvier. C'est un dispositif qui est de grande plus-value opérationnelle, qui contribue très significativement à notre signalement stratégique. Et il y a dans cette mission SHICRA un continuum de 5 activités que je vais vous présenter rapidement. Tout d'abord, les opérations Marathon vers le détachement Air 181 de La Réunion. Donc concrètement, c'est un déploiement des forces aériennes stratégiques de plus de 9000 km depuis la France, avec un double objectif. D'abord, entraîner nos équipages de chasse à faire des vols de longue distance, en simulant un raid de la composante nucléaire aéroportée. Et deuxième objectif, entraîner nos équipages à l'entrée en premier sur des théâtres de haute intensité. La deuxième action de cette mission SHICRA, c'est l'opération Minotaur. Donc là, c'est une démonstration de projection de puissance des forces aériennes stratégiques d'une part et du commandement des forces aériennes d'autre part. Le raid sera constitué de 2 Rafales, accompagnés de 3 Mirage 2000D, de 2 Mirage 2000-5 et d'un AWACS. Ce raid partira de la métropole et ira vers la base aérienne 188 de Djibouti, avec une phase tactique à l'arrivée pour entraîner les équipages. Donc là, nous parlons d'un raid de 5500 km. Ensuite, le 15 janvier, une session avec les auditeurs de l'Institut des hautes études de la défense nationale à Djibouti, avec une démonstration des capacités de l'armée de l'air et de l'espace. Ensuite, un entraînement de haute intensité nommé Ramsin à Djibouti. Puis une escale en Égypte, voilà, qui est signalée dans la dernière ligne, pour renforcer l'interopérabilité de l'armée de l'air égyptienne et de l'armée de l'air et de l'espace française. Ce seront des Mirage 2000 et des Rafales qui seront impliqués dans cet exercice franco-égyptien. Les différents ravitaillements en vol pour ces missions de projection seront assurés par des A330 Phoenix, dont nous venons de réceptionner le 6e exemplaire, je vous en ai parlé la semaine dernière, et par un C-135. Voilà pour la mission SHICRA. Dernier point d'actualité de la semaine, sur une note plus culturelle peut-être, la participation du Chœur de Saint-Cyr à la finale de l'émission de M6 qui s'intitule « La France a un incroyable talent ». Vous vous souvenez peut-être de leur prestation le 17 novembre dernier, lors de laquelle les élèves du Chœur de Saint-Cyr avaient interprété « Les larmes d'ivoire » en l'honneur des soldats morts pour la France. Ce Chœur de Saint-Cyr, il est composé de 40 élèves qui font cela à titre bénévole. Ils font ça sur leur temps libre ou sur le terrain quand ils sont en exercice. Ce sont donc 40 élèves officiers de la promotion Général Caillot qui est arrivée à Saint-Cyr en septembre 2020. Évidemment, on leur souhaite plein courage et plein vœu de succès pour leur finale du 22 décembre. Voilà qui conclut les points d'actualité de la semaine. Auriez-vous des questions, mesdames et messieurs ? En l'absence de questions, l'agenda de la ministre des Armées, elle s'est envolée ce matin pour l'Inde, pour un déplacement à New Delhi, lors duquel elle rencontrera le Premier ministre Modi. Elle reviendra à Paris samedi matin. En début de semaine prochaine, elle aura un déplacement international sur 2 jours, que je ne commande pas davantage. Et le mercredi 22 décembre, un conseil des ministres suivi d'une visite aux militaires blessés à l'hôpital de Percy. Évidemment, pour le 1er de l'an, mais vous le savez, elle se déplacera aux côtés du Premier ministre sur la base aérienne projetée en Jordanie. Voilà pour l'agenda de la ministre des Armées. Nous allons maintenant parler d'Europe et d'Europe de la défense. Et merci beaucoup à Madame la directrice de nous avoir rejoints.
Peut-être Alice, si tu veux bien, tu peux monter. Juste quelques éléments d'introduction sur la signification pour nous de cette présidence française de l'Union européenne au premier semestre 2022. Alors, Madame la directrice détaillera toutes les actions qui vont être lancées pendant ce premier semestre. Je voudrais simplement, pour ma part, vous rappeler que l'investissement du ministère des Armées pour la défense et la défense des Européens est déjà ancien et très soutenu. Et il se décline, si on veut synthétiser les choses, en 3 axes. Un axe institutionnel, un axe opérationnel et un axe capacitaire. Alors, au plan institutionnel, vous rappelez que nous participons à un mécanisme qui s'appelle la CSP, la coopération structurée permanente. L'idée, c'est d'identifier des besoins communs entre forces armées européennes et de mener des projets communs, concrets, pour éviter les doublons. Aujourd'hui, il y a 60 projets CSP. La France est impliquée dans 50 d'entre eux et leader sur 15 d'entre eux. Donc le quart des projets CSP est coordonné directement par la France. Au plan opérationnel, vous rappelez que nous menons des opérations sous l'égide de l'Union européenne, l'opération Irini, qui vise à faire respecter l'embargo sur les armes en Libye, ou encore l'opération Atalanta, qui vise à dissuader et à réprimer des opérations de piraterie au large des côtes de la Somalie. Il y a également, hors du cadre strict de l'Union européenne, mais dans un contexte européen, un rôle décisif joué par la France et le ministère des Armées pour l'initiative européenne d'intervention, ou bien évidemment la task force Takuba. Le colonel Yanni pourra évidemment détailler tous ces points lors du point sur les opérations. Et enfin, au plan capacitaire, nous lançons des programmes soit en bilatéral, soit en multilatéral. On peut parler du SCAF, on peut parler de la capacité motorisée avec la Belgique. Et puis, il y a eu le DIDP, donc le plan de développement industriel dans le domaine de la défense, qui visait à faire émerger des projets de recherche et développement communs entre Européens, dont le relais a été pris par le Fonds européen de défense, donc 7 milliards d'euros entre 2021 et 2027. Et c'est la première fois que de l'argent communautaire est là pour permettre la conception et la fabrication d'équipements de défense. Donc c'est extrêmement important. Voilà, donc je vais très rapidement passer la parole à Madame la directrice. Simplement vous indiquer quelques événements qui vont jalonner cette présidence française de l'Union européenne et qui peuvent, mesdames et messieurs les journalistes, vous intéresser. Donc on identifie 26 événements qui sont labellisés présidence française de l'Union européenne pour les questions de défense. Alors je vous cite quelques rendez-vous institutionnels parmi les plus importants d'entre eux. Tout d'abord une réunion informelle à Brest des ministres de la Défense les 12 et 13 janvier. Le 28 février, une réunion des directeurs politiques de défense. Le 21 mars, un conseil des affaires étrangères et des ministres de la Défense de l'Union européenne. Et enfin, date très importante, le 24 et le 25 mars, un conseil européen où les chefs d'État et de gouvernement endosseront la boussole stratégique qui vous sera détaillée par Madame la directrice. Alors, en plus de ces rendez-vous institutionnels, il y a des rendez-vous qui ont été spécifiquement imaginés par les armées, les directions, les services du ministère des Armées. Je vous en cite quelques-uns qui auront une visibilité peut-être plus importante parce que des hautes autorités du ministère y participeront. Alors tout d'abord, à Brest, juste avant la réunion informelle des ministres de la Défense, se tiendra les 11 et 12 janvier un forum sur la sûreté maritime. Ensuite, à Paris, à la Villette, fin janvier, entre le 28 et le 30, la fabrique défense avec un tropisme européen très fort, puisque l'objectif de cette fabrique défense, c'est de développer une culture stratégique chez les jeunes Européens. Et enfin, du 24 février au 4 mars, un exercice d'ampleur dans le domaine spatial, qui est l'exercice Astérix 2022. Et je vous signale un VIP et un Media Day à Toulouse le 4 mars. Voilà, je vais maintenant très respectueusement céder la parole à Madame Alice Guiton, directrice générale des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées. Madame la directrice. Merci beaucoup, Monsieur le porte-parole, cher Hervé. Mesdames et messieurs les journalistes, c'est un grand plaisir pour moi de venir vous parler des priorités de la présidence française du Conseil de l'Union européenne que nous préparons activement depuis de longs mois déjà. Le président de la République a esquissé dans des termes pesés, choisi ce que serait la marque de notre présidence. En l'occurrence, je cite, « Nous devons passer d'une Europe de coopération à l'intérieur de nos frontières à une Europe puissante dans le monde, pleinement souveraine, libre de ses choix et maître de son destin. » Alors en effet, terrorisme, rivalité de puissance, compétition stratégique, opportunisme des puissances intermédiaires, contestation des espaces stratégiques, érosion de l'architecture de sécurité européenne, le tableau des défis auxquels l'Europe fait face se densifie et la nécessité d'un réveil stratégique de l'Europe doit pouvoir être portée de manière à assurer que les Européens soient capables de défendre durablement leurs intérêts, ceux de leurs partenaires et bien entendu de soutenir leurs principes et leurs valeurs. Pour rester un acteur pertinent, il est évident que l'Union européenne doit aujourd'hui renforcer sa cohésion, son unité, cela commence par là, tout en approfondissant sa capacité à agir.
Alors, les priorités dans ce contexte de notre présidence française du Conseil de l'Union européenne porteront sur plusieurs segments majeurs. D'abord, l'ambition d'une Europe opérationnelle, plus robuste et flexible face aux crises. Ensuite, l'ambition d'une Europe contribuant au respect du droit international et à la préservation de l'accès aux espaces communs, le maritime, l'aérien, le cyberespace, l'espace exo-atmosphérique. L'ambition aussi d'une Europe qui soit résiliente et solidaire face aux influences extérieures de plus en plus nombreuses. L'ambition, bien sûr, d'une Europe souveraine, technologiquement et industriellement. Et enfin, l'ambition d'une Europe jouant un rôle mondial en nouant des relations équilibrées de partenariat, de coopération qui soient mutuellement bénéfiques. Alors nos efforts s'incarneront dans des événements que tout au long de la présidence française de l'Union européenne et sur l'ensemble du territoire français, comme Hervé Grandjean vient de l'évoquer. Je souligne tout particulièrement, puisque je porte cet événement dans son organisation, la Fabrique Défense, qui se tiendra effectivement du 28 au 30 janvier, où nous souhaitons vraiment sensibiliser les jeunes de 18 à 30 ans à ce que la culture stratégique européenne signifie, qu'ils puissent se l'approprier. Cet événement d'une ampleur inédite, particulièrement immersive, rassemblera plus de 246 organismes partenaires sur 160 stands dans la grande halle de la Villette, et son action sera démultipliée par une labellisation de 65 événements en région et 33 en Europe. Alors, au carrefour de ces différentes priorités que je viens d'esquisser, se trouve bien sûr la boussole stratégique. Son endossement par les chefs d'État et de gouvernement au Conseil européen de mars, ainsi que nous le souhaitons, devrait constituer l'un des temps forts de notre présidence. Les plus sceptiques des commentateurs ont eu tendance à estimer qu'effectivement on promet l'Europe de la défense depuis plus de 20 ans, mais que l'Union européenne reste finalement bureaucratiquement fidèle à elle-même et que face à un environnement stratégique dégradé, que je rappelais rapidement, elle se contente de produire des documents. Alors la boussole stratégique est-elle un document de plus, un tigre de papier ? Je crois que nous aurions tort de retenir cette approche, car au contraire, il s'agit d'un point de départ davantage que d'un point d'arrivée, et c'est sa mise en œuvre qui fera toute la différence. Le paysage de l'Europe de la défense a effectivement, de toute façon, profondément évolué ces dernières années. Fonds européen de défense, coopération structurée permanente qui était citée, mais aussi la facilité européenne de paix, l'initiative européenne d'intervention, les efforts en coalition, la task force Takuba et Massou Agénor, pour ne citer que, ont vu le jour et commencent à porter leurs fruits, notamment à travers des engagements européens croissants et plus ambitieux. Nous avons aussi renforcé nos liens bilatéraux avec un grand nombre de nations européennes, que ce soit au travers de partenariats tels que ceux noués plus avant avec la Grèce, l'Italie ou la Croatie, ou par un maillage toujours plus dense de consultations. Je conduis ainsi chaque année une vingtaine de dialogues stratégiques structurés avec mes homologues européens qui permettent de construire cette convergence stratégique indispensable à notre unité d'effort et d'action. La présidence française de l'Union européenne n'est ainsi pas hors sol, elle est enracinée dans une dynamique et des efforts des dernières années et doit permettre, encore une fois, d'aboutir à davantage de responsabilités, de capacités. Les sceptiques auraient aussi tort peut-être de penser que la boussole n'est qu'un document de plus, parce qu'en réalité, ce que nous cherchons à travers la boussole stratégique aujourd'hui, c'est un véritable livre blanc européen qui fixe une vision à l'horizon 2030 et inclut une analyse partagée sur laquelle l'ensemble des États membres se rejoignent, des menaces, ainsi qu'une feuille de route concrète à dérouler au cours des prochaines années. Que faire et comment le faire et avec qui ? La boussole stratégique doit ainsi tirer les Européens vers une nouvelle ambition commune. 2 éléments fondamentaux les caractérisent. D'abord, son endossement au plus haut niveau par les chefs d'État et de gouvernement, qui est un gage d'appropriation politique réelle, mais aussi d'unité politique des États membres. La France y attachera toute son importance. Deuxièmement, son caractère concret et pratique, tant elle va être articulée autour de propositions, de jalons temporels, avec un mécanisme de suivi de sa mise en œuvre au niveau du Conseil européen. Alors, quelles sont les propositions dont on parle, qui forment la substance, la chair de cette boussole et qui vont permettre de fixer l'agenda ? 4 axes majeurs. Le premier, agir. Tout d'abord, bien sûr, après un état des lieux des menaces auxquelles nous sommes exposés, qui a bénéficié d'une information approfondie, de documentation approfondie de la part des États membres, les opérations. Nous voulons rendre ces opérations de l'Union européenne plus réactives, plus agiles. Un exemple, l'article 44 du traité de l'Union européenne. Il offre
comme certains le savent sans doute, la possibilité à un petit groupe d'États membres de lancer une opération tout en restant sous l'égide de l'Union européenne. Cela permet de retrouver la souplesse d'une opération telle que celle de la Task Force Takuba, tout en restant dans le cadre institutionnel, politique de la PSDC. Nous proposons aussi ainsi de flexibiliser le mécanisme de déclenchement de l'article 44 du traité de l'Union européenne. Nous souhaitons aussi approfondir les synergies entre les opérations qui seraient conduites par des États membres à titre national ou en coalition ad hoc et la PSDC. Enfin, nous sommes favorables effectivement à ce que la feuille de route relève beaucoup plus particulièrement l'importance d'une montée en gamme des missions de formation de l'Union européenne, les EUTM, et évolue vers un modèle qui s'étendrait à la coopération structurelle, c'est-à-dire qui viserait vraiment à aider les états-majors des pays partenaires à charpenter leurs armées, à poursuivre la réforme de leur système de sécurité en soutien à la bonne gouvernance et l'état de droit. Il s'agit également de tirer pleinement profit des nouvelles possibilités offertes par la Facilité européenne de paix, notamment pour ce qui est de la fourniture d'équipements létaux. Enfin, un mot sur la capacité de déploiement rapide qui a pu être citée et référencée. Je me permets d'insister sur le terme capacité, qui est fondamentalement différent d'un réservoir de force en alerte, standing force. L'idée, c'est bien de rendre la PSDC plus opérationnelle et cet objectif nécessite de s'en donner les moyens, les capacités. Alors, pour obtenir que cette capacité de déploiement rapide voie le jour, il est nécessaire évidemment que les Européens consentent à titre national pour commencer et de manière globale ensuite les efforts budgétaires de défense indispensables pour se doter des capacités critiques qui leur font parfois défaut. Certaines lacunes capacitaires sont bien connues, les moyens de transport aérien, les moyens de surveillance et de renseignement, le ravitaillement en vol, et nécessite, pour être comblé, d'être planifié ensemble. Nous devons aussi nous assurer que les capacités de commandement au niveau de l'Union européenne donnent davantage de robustesse à la chaîne militaire et de faciliter les mécanismes de prise de décision. Donc cette proposition doit s'entendre, cette proposition d'une capacité de déploiement rapide, comme véritablement l'étoile polaire, si je puis dire, guidant un certain nombre de travaux amont indispensables sur lesquels nous ferons effort. Deuxième volet, après agir, sécuriser. La protection des Européens, ça passe bien par la capacité d'agir dans les espaces stratégiques communs, aujourd'hui de plus en plus contestés. Je l'ai dit, le maritime, l'aérien, l'espace, le cyber. On voit bien à travers les exemples de la poldérisation de la mer de Chine méridionale, à travers le détournement d'un appareil civil par la Biélorussie, les attaques cyber profitant de la crise Covid ou encore plus récemment le tir anti-satellite russe du 15 novembre, combien la situation dans ces espaces est difficile et durcie. Alors nous promouvons à cet effet et en réponse la mise en place d'une véritable stratégie spatiale de sécurité et de défense de l'Union européenne d'ici 2023. Il s'agira de faire émerger une réelle compréhension, culture stratégique commune. Quelles sont les menaces qui émergent dans le domaine opérationnel de l'espace? Quels sont les intérêts de sécurité et de défense propres dans la gouvernance et la conception des programmes spatiaux européens? Et aussi, bien sûr, d'œuvrer au renforcement des capacités clés de surveillance de l'espace des États membres. Dans ce contexte, l'exercice spatial Astérix qui a été mentionné prendra une dimension européenne nouvelle et majeure. Nous défendons aussi le développement d'une politique européenne de cyberdéfense, conçue comme une boîte à outils pour permettre de lutter contre les menaces hybrides devenues plus prégnantes, dans une logique véritablement coopérative entre États membres. Enfin, l'espace maritime n'échappe pas évidemment à cette contestation, comme je l'ai dit, et les conclusions de l'expérimentation du concept de présence maritime coordonnée dans le golfe de Guinée pourra être décliné dans d'autres parties du globe, et en l'occurrence, nous souhaitons que cela puisse être le cas dans le nord de l'océan Indien, tant les trafics bénéficiant les flux de ressources et de richesses bénéficiant à la prospérité économique de l'Europe y sont en jeu. Nous défendons ainsi une modernisation de ce qu'est la stratégie maritime de l'Union européenne qui remonte à 2014. Enfin, je crois que l'Union européenne doit pouvoir prendre en compte les contraintes normatives extraterritoriales des autres puissances, ce qu'on en appelle aussi le lawfare, l'utilisation du droit à des fins de puissance et évidemment les défis que pourrait porter le désarmement par le droit.
Troisième volet extrêmement important aussi, c'est celui, bien sûr, qui contribue à investir. Alors, pour faire face à tous ces défis, les Européens doivent se doter, c'est évident, des matériels et des technologies nécessaires à leur action. La boussole va ainsi redéfinir le processus capacitaire européen, notamment pour mettre l'accent sur ces capacités critiques qui font aujourd'hui défaut à des scénarios où on verrait les forces s'engager dans des environnements semi-permissifs, c'est-à-dire plus contraignants, plus difficiles, et où les Européens, pour l'instant, ne maîtriseraient qu'une partie des moyens et des capacités d'action. Ça suppose aussi que les Européens, dans ce volet investir, s'attachent à réduire les dépenses technologiques, notamment en s'appuyant sur l'Observatoire des technologies critiques, en travaillant sur les chaînes d'approvisionnement à sécuriser, en mettant pleinement en œuvre le cadre européen pour le filtrage des investissements directs étrangers. Enfin, assurer la souveraineté technologique européenne, c'est évidemment un objectif majeur. Cela passe par un renforcement de l'innovation de défense. Nous proposons ainsi la création d'un hub d'innovation de défense au sein de l'Agence européenne de défense. Agir, sécuriser, investir, ça suppose aussi d'être capable de coopérer. Parce qu'effectivement, l'Union européenne ne peut agir seule. Elle doit pouvoir compter sur des partenariats forts. L'autonomie stratégique, je le rappelle, n'a jamais rimé avec autarcie. Au contraire, c'est par sa capacité à nouer des partenariats structurants que l'Union européenne peut véritablement peser comme un acteur stratégique. Alors, au premier rang desquels, bien sûr, la coopération entre l'Union européenne et l'OTAN est essentielle, tant l'OTAN reste la pierre angulaire de la défense collective du continent européen, étant aussi la dynamique enclenchée depuis le sommet de Varsovie doit pouvoir être poursuivie à travers des coopérations ciblées, concrètes, qui visent les nouvelles technologies, le climat, la défense, la résilience, les menaces hybrides, le cyber, l'espace. Et évidemment, l'année qui s'ouvre va être charnière pour les relations entre ces deux organisations complémentaires. La déclaration conjointe des présidents Biden et Macron à Rome a ouvert d'ailleurs la voie à ce qui devrait être une maturité politique accrue de la relation transatlantique, une relation apaisée quant à l'Europe de la défense et la définition d'une coopération équilibrée, mutuellement bénéfique entre l'Union européenne et les États-Unis sera bien sûr un enjeu fort de notre présidence, car nous souhaitons qu'effectivement ce dialogue UE-États-Unis dédié puisse émerger et se construire, s'approfondir. Au-delà de la zone euro-atlantique, l'Union européenne doit aussi être en mesure de nouer des partenariats structurants avec l'Afrique et l'Union africaine, comme le président de la République l'a appelé de ses vœux la semaine dernière, mais aussi bien sûr dans la zone Indo-Pacifique, en s'appuyant sur la stratégie de l'Union européenne qui a été publiée le 15 septembre dernier. Alors enfin, comme vous le savez, nos ambitions sont grandes, mais comme le disait le ministre de la Défense portugais, João Cravino, dont le pays assurait la présidence de l'Union européenne il y a quelques mois, aujourd'hui, il serait irréaliste de ne pas être ambitieux. Notre ministre des Armées disait aussi que soit l'Europe fait face ou elle s'efface. Je pense que c'est véritablement le défi auquel nous sommes en train de nous préparer. Et j'espère qu'à travers cette présentation, vous aurez été convaincus de la robustesse de nos ambitions et des mesures pour y parvenir. Et je suis évidemment prête à répondre à vos questions sur tout point que vous auriez identifié. Merci beaucoup, Madame la Directrice Générale. C'était extrêmement riche comme exposé. On va maintenant prendre les questions, en effet. Alors peut-être des questions en audio d'abord, je crois. Oui, Monsieur le porte-parole, on a deux questions qui ont été posées par Monsieur Jun Nagata de Kyodo News. La première question, alors on dit que l'Indo-Pacifique constitue l'une des priorités de la PFUE. Est-ce qu'il y a des initiatives particulières du ministère des Armées à cet égard ? Merci beaucoup. Oui, absolument. L'Indo-Pacifique figure à l'ordre du jour de notre présidence de l'Union européenne au titre des partenariats. Ce sera reflété dans la stratégie, dans la boussole stratégique. Cela se concrétisera par un effort de coordination accrue de la présence navale dans les espaces contestés de l'Indo-Pacifique. Cela notamment prendra la forme plus particulière de l'application du concept de présence maritime coordonnée dans le nord de l'océan Indien, que j'ai mentionné précédemment. Cela se traduira enfin par des relations UE avec un certain nombre de ces pays de l'Indo-Pacifique dédiés et par l'amorce d'un dialogue stratégique de meilleur niveau, puisque dès le forum de février que nous organiserons, ces pays de l'Indo-Pacifique seront mobilisés pour venir à notre rencontre. Il y a un large volant
plan de domaines qui peuvent intéresser nos partenaires de l'Indo-Pacifique, compte tenu des atouts de l'Union européenne, qu'il s'agisse de la sécurité maritime, de la lutte contre les trafics, de la lutte contre la prolifération, ou encore évidemment des enjeux de connectivité, de lutte contre les menaces hybrides, ainsi que les coopérations dans les domaines espace et cyber. Donc voilà, je crois que nos partenaires de l'Indo-Pacifique nous donnent un retour positif de ce qu'a été la stratégie européenne pour l'Indo-Pacifique publiée en septembre, et la présidence française de l'Union européenne sera l'opportunité de commencer à la matérialiser concrètement. Merci beaucoup. Une deuxième question ? La seconde question, toujours de M. Jun Nagata de Kyodo News, cette fois-ci concernant une réunion 2+2 avec le Japon. Visiblement, celle-ci a été retardée et monsieur Nagata souhaiterait savoir quelles sont les raisons du retard de cette réunion en format 2+2 avec le Japon. Alors, je peux rassurer immédiatement sur l'importance attachée côté français comme côté japonais à la tenue de ce 2+2 ministériel qui fait partie de la gouvernance haute d'une relation, d'un partenariat d'exception que nous avons bilatéralement avec Tokyo, avec un agenda extrêmement dense auquel il m'a été permis de contribuer à travers une réunion 2+2 en format directeur à Tokyo il y a quelques mois. Donc les raisons qui ont inspiré ce décalage ne sont malheureusement que des raisons d'agenda et liées aux contraintes sanitaires. Nous avons d'ores et déjà plusieurs dates prévues pour tenter d'arriver à organiser cette réunion au plus tôt en début d'année prochaine. Merci beaucoup. Des questions en salle ? Nous avons une troisième question en audio. On va prendre Madame Chachati d'abord. Très bien. Bonjour, Hélène Chachati pour Bruxelles 2. Petite question, quand vous évoquez, comme la ministre l'a fait il y a 2 jours en audition, le travail sur les capacités, le travail capacitaire à l'échelle européenne, notamment sur les capacités critiques, ravitaillement en voile, transport, etc. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que tout le monde achète européen, ou alors est-ce qu'il faut que les pays se coordonnent pour acheter la même chose, quitte à ce que ça soit venu notamment des États-Unis ? Voilà. Je vous remercie beaucoup. L'importance, c'est de commencer à se doter des capacités de réponse pour que ces capacités critiques dont l'Union européenne manque puissent être comblées. Les solutions pour y parvenir sont nombreuses et évidemment les initiatives européennes de défense que nous avons lancées, que ce soit la coopération structurée permanente, le Fonds européen de défense, doivent y contribuer. Je note que ces lacunes capacitaires ont été relevées très tôt dans le processus CARD et que d'ores et déjà un certain nombre de réponses y sont apportées à travers des projets de la CSP et d'autres qui sont d'ailleurs à l'ordre du jour de notre présidence, comme par exemple l'avion de transport intermédiaire ou d'autres capacités majeures. Cela n'est pas exclusif de ce que les États membres de l'Union européenne pourraient décider d'acquérir comme capacité sur d'autres marchés. Encore une fois, les initiatives capacitaires européennes ne correspondent en rien à un Buy American Act, donc il n'y a pas d'exclusive, même si, encore une fois, la logique du Fonds européen de défense et de la coopération structurée permanente est bien de tenter d'adresser une partie des problèmes structurels de la BITDE, à savoir la fragmentation, la duplication et bien entendu d'arriver à consolider les capacités d'innovation et de recherche dans les technologies de pointe, de rupture au niveau européen. Donc la réponse est effectivement, nous avons les outils pour avancer entre Européens, mais il n'y a pas d'exclusive et la souveraineté des États reste entière. Une autre question en salle, Monsieur Samama. Oui, je vais dans le même sens. C'est une question qui va dans le même sens. Présentez-vous, Monsieur Samama. Pardon, c'est vrai. Pascal Samama, BFM Business. Merci. Le 4e axe de votre présentation concernait la coopération, notamment celle avec l'OTAN. Et on voit qu'avec l'OTAN, entre l'Union européenne et l'OTAN, il y a une opposition, il y a une compétition, tant au niveau technologique qu'industriel. Est-ce qu'il va falloir coopérer un peu plus et avoir une espèce de standardisation des technologies comme le proposait le patron de l'OTAN il n'y a pas longtemps, en proposant que le SCAF soit compatible avec les matériels de l'OTAN et avec les matériels développés, l'avion, notamment le Tempest développé par les Britanniques et les Italiens? Ou est-ce qu'on peut construire quelque chose de cohérent en ayant si j'ose dire, des systèmes d'exploitation différents? Écoutez, ma réponse sera extrêmement claire et directe. Il n'y a pas de concurrence entre l'OTAN et l'Union européenne sur le plan technologique, industriel et technique. Il y a au contraire la nécessité, l'impératif d'une recherche d'une interopérabilité de nos systèmes dans la durée, quels que soient les programmes capacitaires développés.
Il y a aussi la nécessité d'une coopération concrète pour en faire en sorte que les efforts conduits dans le cadre de l'une ou l'autre organisation soient véritablement complémentaires et permettent à l'ensemble de la communauté euro-atlantique de traiter des menaces et des nombreux défis qui sont identifiés, que ce soit dans le cadre de l'OTAN comme alliance militaire, alliance nucléaire, ou dans le cadre de l'Union européenne, dont la puissance s'étire à de nombreux autres domaines, y compris la puissance normative, les outils de développement, de réponse humanitaire, de consolidation de la paix, l'ensemble de ces capacités qui donnent à l'Union européenne ses moyens d'agir dans le cadre de l'approche intégrée civile et militaire et de ce continuum sécurité-défense. Donc véritablement aujourd'hui, les débats idéologiques doivent être dépassés et nous devons pouvoir passer à une coopération qui soit cette fois beaucoup plus tangible, concrète et appuyée par des projets. Et je vous confirme que ce sera bien l'intention de la présidence française de l'Union européenne, d'autant que, comme la déclaration des deux présidents français et américains l'a relevé, nous avons un socle, une base de compréhension commune sur l'opportunité, effectivement, d'une montée en puissance des efforts, des responsabilités européennes. Merci beaucoup. Question en audio peut-être, avant de revenir en salle? Oui, tout à fait. Une nouvelle question en audio, cette fois-ci de monsieur Sébastien Sprenger de Defense News. Au niveau des attentes que nous pouvons avoir à l'égard de la PFUE concernant les relations entre les États-Unis et l'Union européenne dans le secteur de la défense, et en particulier du dialogue sur la défense et sécurité, que pouvez-vous dire, Madame la Directrice ? Merci beaucoup. C'est une question importante puisque depuis le sommet qui a eu lieu entre l'Union européenne et les États-Unis en juin 2021, le sujet d'un dialogue structuré de défense entre l'Union européenne et les États-Unis est devenu majeur. Comme point de départ, la question de l'arrangement administratif avec l'Agence européenne de défense ouvert aux États-Unis était posée. Aujourd'hui, un mandat de négociation a pu être agréé au niveau des États membres. Nous nous en félicitons. Des questions importantes resteront à explorer. Mais il est évident que la relation entre l'Union européenne et les États-Unis ne peut se résumer à des points d'application ponctuels, tels celui que je viens de mentionner. Il y a une convergence stratégique à rechercher avec les États-Unis, que ce soit sur les sujets de résilience, d'espace stratégique contesté, de positionnement face à la compétition stratégique mondiale durcie que l'on observe, et bien entendu des questions industrielles qui font partie de l'équation de ces relations. À l'occasion d'un récent déplacement à Washington, le secrétaire général du service européen d'action extérieure, Stefano Sannino, a eu l'opportunité d'engager le dialogue, accompagné du chef d'état-major, du directeur général de l'état-major de l'Union européenne, et évidemment, côté américain, l'intérêt de l'Union européenne a bien été relevé et nous espérons que de premières séquences de dialogue pourront être nouées dès les premiers mois de 2022. Donc l'agenda risque d'être assez dense, tant notre ambition de notre côté est élevée. Merci beaucoup. Question en salle. Monsieur ? Théo Sauvignet pour l'AFP. J'ai une question sur votre quatrième point encore, qui est coopérer. Vous avez évoqué un focus sur l'Afrique et l'Indo-Pacifique. C'est des intérêts qui sont historiquement et plus récemment français. Est-ce que nos partenaires européens ont évoqué d'autres régions, je pense à l'Asie centrale ou l'extrême est de l'Europe avec la Russie ? Il n'y a pas d'exclusive dans la capacité de l'Union européenne à évoquer ces partenariats. Il est vrai que traditionnellement, et aussi parce qu'il y a une partie des engagements majeurs de l'Union européenne se situe en Afrique, avec une déclinaison des instruments de coopération et de stabilité, ou aussi de manière croissante en Indo-Pacifique, ces deux régions ont plus particulièrement attiré l'attention et recueillent l'assentiment des nations. Mais évidemment, d'autres espaces relèvent d'opportunités pour l'Union européenne. L'Asie centrale, j'aurais ajouté bien entendu, quoi qu'il en soit pour les Européens, la compréhension commune de ce qui se passe dans les pourtours immédiats de l'Union européenne, la politique de voisinage qui commence par les Balkans, qui regarde la mer Méditerranée où l'Atlantique Nord reste centrale. Et aujourd'hui, si l'on regarde la manière d'approcher la situation en Russie et notamment en
en Ukraine. Les déclarations récentes communes de l'Union européenne permettent bien de montrer à quel point, effectivement, ces enjeux sont clés. J'ajouterais finalement un dernier aspect, c'est que, bien entendu, dans un contexte où les Européens sont particulièrement vigilants aux problématiques migratoires, aux problématiques de propagation potentielle des réseaux terroristes, y compris de provenance lointaine, ces relations de partenariat et de dialogue avec des pays tiers deviennent encore plus essentielles. Merci beaucoup. Encore 2 questions peut-être ? Oui, bonjour, Christophe Villon pour les magazines Airfan et Défense Expert. Donc, madame, nous avons effectivement bien retenu que la présidence française de l'UE sera donc très ambitieuse, donc c'est bien. En revanche, le temps est quand même très limité, malheureusement. Est-ce que vous avez déjà prévu pour le pays qui va prendre la succession de la présidence de l'UE, donc après la France, de faire un retour d'expérience avec lui et de pouvoir ainsi donc travailler dans du temps plus long et pouvoir aborder donc les points de convergence et éventuellement les réticences qui restent par rapport à vos différents objectifs. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup et vous avez parfaitement raison. C'est un travail qui s'inscrit dans la continuité. Post-Lisbonne, de toute manière, le Service européen d'action extérieure, Josep Borrell, sont en première ligne pour animer cet agenda européen. Et la plupart des chantiers que j'ai mentionnés ne pourront se concrétiser qu'avec du temps, même si évidemment notre ambition nous conduit à vouloir des échéances rapides. Alors nous avons noué un dialogue particulièrement fructueux dans le trio de présidence qui est le nôtre, qui associe la République tchèque et la Suède. Nous avons aussi travaillé étroitement avec le trio sortant, et ce depuis que l'Allemagne, sous sa présidence, a initié les prémices de la boussole stratégique, mais aussi la Slovénie et le Portugal. Et enfin, j'irai même au-delà pour vous dire qu'aujourd'hui, notre dialogue, par exemple, bilatéral avec l'Espagne, qui sera une des présidences importantes d'un pays particulièrement investi sur les questions de défense en 2023, est étroitement associé à nous aussi. Donc, véritablement, ces différents formats fonctionnent parfaitement, que ce soit au niveau de la ministre des Armées ou le mien, plus modestement. Et puis, effectivement, en lien étroit avec, bien sûr, le Service européen d'action extérieure et la Commission européenne, qui, je le souligne, tiendra aussi sous notre présidence un sommet avec un paquet défense très substantiel auquel, là aussi, notre pays contribue. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question pour Madame la Directrice, en audio. Le Monde. J'ai une question qui concerne la Facilité européenne de paix. Est-ce que vous pourriez nous détailler quel type d'équipements légaux peuvent être envoyés ou vendus? Je ne sais pas exactement quel est le terme. Ensuite, concrètement, comment ça marche? Est-ce que la Facilité européenne de paix, c'est du financement qui est débloqué, ou est-ce que l'Europe se charge d'acheminer, entre guillemets, les équipements? Et enfin, à quel pays ça s'adresse? Est-ce qu'il y a déjà eu des contrats passés ou pas? Est-ce que le Mali, le Tchad, la RCA, en l'état, peuvent ou pourraient bénéficier de cette FEP? Merci. Je vous remercie beaucoup pour l'intérêt porté pour cet instrument novateur dont l'Union européenne avait amplement besoin, qui est la Facilité européenne de paix. En fait, la Facilité européenne de paix, c'est avant tout un fonds extra-budgétaire qui est alimenté par les États membres et qui permet donc de soutenir nos partenaires, par exemple en Afrique, mais pas simplement, en leur fournissant effectivement rapidement les équipements militaires dont ils ont besoin, y compris des armes et des munitions. Donc là, on est véritablement dans un outil qui permet, encore une fois, de pallier à ce qui était un besoin criant que nous avions déjà rencontré au moment où, dans le cadre de nos missions de formation, les EUTM, nos partenaires s'adressaient aussi à l'Union européenne pour pouvoir les équiper. C'est un sujet qui revêt une certaine sensibilité et nécessite évidemment d'être entouré de toutes les précautions et les contrôles nécessaires, notamment pour s'assurer que les équipements qui seront fournis le soient de façon proportionnée à leur sensibilité, la sensibilité du théâtre, et aussi avec des assurances des pays partenaires concernés. En termes de pays destinataires, pour répondre à votre question, la France a proposé un grand nombre de projets, certains projets qui vont se matérialiser rapidement, avec un angle évidemment bande sahélo-saharienne. Nous ne l'avons pas fait seul, avec d'autres partenaires qui sont d'ailleurs engagés avec nous dans cette région, mais la Facilité européenne de paix permettra aussi de répondre à certains besoins des armées des pays plus proches en Europe, à la frontière de la Russie, qui pourraient nécessiter d'être équipés pour assurer la bonne gouvernance et le contrôle démocratique de leurs forces.
Merci beaucoup. À moins qu'il y ait une dernière question. Oui, tout à fait, monsieur le porte-parole et madame la directrice. On a une dernière question de monsieur Sébastien Sprenger de Defense News concernant cette fois-ci un éventuel régime européen d'exportation d'armes. Quid de la PFUE concernant cet objectif qui visiblement ferait partie des objectifs du gouvernement allemand? Merci beaucoup d'attirer mon attention sur une question majeure à laquelle nous sensibilisons tous nos partenaires de l'Union européenne. Il est évident que l'émergence ou la proposition d'un régime de contrôle des exportations européen soulèverait de très grandes difficultés. Notre approche est bien davantage centrée sur le rappel, tel conformément au traité finalement qui établissent l'Union européenne, d'une prérogative nationale avant tout dans ces domaines. Donc nous souhaitons effectivement que la proposition Neumann qui a pu remonter au Parlement européen puisse faire l'objet de débats informés, documentés, où la France prendra totalement sa part. Merci. Allez, une dernière question pour ne pas faire de jaloux en salle, Madame Chachati, et ensuite on clôturera cette séquence. Promis, elle sera très courte. Sur la boussole stratégique qui doit donc être adoptée en mars, mon confrère l'a dit, le timing est assez serré. J'imagine qu'il n'y aura pas d'application peut-être concrète d'ici la fin de la PFUE. Est-ce que c'est quelque chose que... En réalité, la boussole stratégique va refléter, porter un horizon à 2030. Donc en cela, elle n'est pas, comme je l'ai dit, ni un point d'arrivée, ni un point de départ strict. Beaucoup des éléments qui sont contenus dans la boussole portent un agenda qui est déjà en marche, vont être l'opportunité de le consolider, de le porter plus avant. Ensuite, il est clair que, comme par exemple j'évoque la stratégie spatiale de l'Union européenne, on va annoncer son lancement pendant le temps de notre présidence, mais évidemment, ce travail n'aboutira que plus tard, d'où l'importance, en écho à la question précédente, du travail collaboratif mené avec les autres présidences, et en particulier, par exemple, dans le domaine capacitaire, avec les 4 pays de la lettre d'intention de la coopération structurée permanente, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Merci infiniment, Madame la Directrice Générale, pour vos propos très substantiels et très clairs. Un grand merci. Et nous passons maintenant à la séquence sur les opérations avec le colonel Yanni. Bonjour. Donc je vais commencer par vous parler des opérations qui ont eu lieu dans la bande sahélo-saharienne au cours des 7 derniers jours, en vous parlant d'une opération de harcèlement des groupes armés terroristes dans le Gourma, c'est-à-dire dans la région de Gossi-Ombori, par un groupement tactique désert qui a été engagé pendant plus d'une semaine, du 29 novembre au 8 décembre. Et le but, c'était de travailler le long de la RN16 qui apparaît en vert sur la carte, le trait vert, qui est un axe stratégique qui relie Bamako à Gao. C'est une zone dans laquelle on avait déjà opéré l'année dernière. Et l'objectif était d'ouvrir la zone, d'ouvrir la route, ce qui a été fait l'année dernière. Et cette opération permet d'assurer une permanence, et notamment sous l'angle de la coopération avec les forces de sécurité maliennes qui ont été réinstallées sur la RN16. En parallèle, on a eu une opération du groupement tactique désert aérocombat, donc des hélicoptères, du 4 au 7 décembre 2021, toujours le long de la RN16, mais également vers la RN33, c'est-à-dire la route qui, vous le voyez sur la carte, qui va de Gao à Bamako en contournant le Niger. Je vais maintenant vous parler d'une opération de réassurance dans la région d'Acharan, près de Tombouctou. Je vous rappelle que la réassurance, c'est l'un des 3 principaux piliers qui structurent la transformation, le nouveau dispositif qui est maintenant en place dans la BSS, nouveau dispositif militaire. Donc là, c'est le groupement tactique désert 1, le groupement tactique Corrigan, qui a été engagé à 2 reprises dans la région à Acharan, à 40 km au sud-ouest de Tombouctou, pour renforcer et appuyer le poste des forces armées maliennes qui avait été attaqué par un groupe armé terroriste. L'objectif, c'était de renforcer le système de défense du poste avancé et également de compléter les capacités de réaction du poste malien avec l'entraînement de guideurs aériens tactiques avancés qui permettent en fait de mettre en œuvre les appuis aériens mis en place par Barkhane, fournis par Barkhane à la fois aux forces maliennes, aux forces nigériennes, mais également à la MINUSMA. Un mot sur Tombouctou. Pour vous rappeler, ça a fait l'objet d'une bonne couverture média au cours des derniers jours. Pour vous rappeler que le poste a été transféré au FAMA le 14 décembre dernier et que ça marque la fin de la réarticulation du dispositif militaire français dans le nord du Mali. Il n'y a donc plus de soldats français, d'emprise française dans la partie nord du Mali. La présence française aujourd'hui, c'est Gao, Ménaka, Gossi sur le sol malien.
et ça va rester comme ça pendant les semaines et les mois à venir normalement. Et donc ce transfert s'est passé de manière parfaitement coordonnée, synchronisée, sans difficulté particulière. On a joué, comme on avait fait à Kidal et à Thessalite, on a joué une séquence de partenariat militaire opérationnel. C'est-à-dire que pendant plusieurs semaines, les soldats maliens se sont entraînés avec les soldats français afin d'être en mesure de remplir toutes leurs missions après la prise en compte de l'emprise, qui est donc effective. Suivant. Un mot sur le Sénégal et le golfe de Guinée. Je vais commencer par Corimbe, avec la fin de la mission de la frégate de surveillance Germinal, qui a quitté Dakar pour rejoindre Fort-de-France aux Antilles, son port base, le port auquel elle est rattachée. Donc 54 jours de mission dans le golfe de Guinée, principalement orientés vers la lutte contre la piraterie et la limitation de l'insécurité maritime, avec des activités en partenariat avec les marines africaines et européennes. Partenariat avec les marines africaines, c'est l'exercice Grand African Nemo du 2 au 7 novembre. Au cours duquel la frégate de surveillance a réalisé plusieurs entraînements à la mer avec les marines ivoiriennes, nigérianes, congolaises, gabonaises, italiennes, brésiliennes et danoises. Et après, un peu décorrélé, mais aussi important à signaler, dans le cadre du concept européen de présence militaire, de présence maritime coordonnée, PMC, des patrouilles et des exercices conduits avec une frégate danoise, la frégate Esbern Snar, les 25 et 29 novembre. Le Germinal, dans sa mission, donc c'est 54 jours de mer, c'est 12 700 nautiques, 60 heures de vol avec l'hélicoptère Dauphin embarqué et 5 pays différents pour des escales, Cap-Vert, Congo, Gabon, Bénin et Sénégal. Le 13 décembre, c'est le PHM, le patrouilleur de haute mer, enseigne de vaisseau Jacoubé, qui a pris la relève de la Germinal et qui assure désormais le 160e mandat de l'opération Corimbe. Il a déjà opéré avec le Falcon Marine qui est stationné à Dakar et conduit actuellement un exercice avec les Sénégalais, exercice baptisé Xarito, qui vise essentiellement à mener des exercices amphibies et à lutter contre les menaces asymétriques en mer. Sur les EFS toujours, donc les éléments français au Sénégal, une séquence de formation au profit des Togolais pour former 10 guideurs aériens tactiques avancés. Donc c'est une spécificité qu'on est en train d'élargir, qui était d'abord centrée sur la BSS et qui aujourd'hui est élargie à l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Le but, c'est de former des spécialistes au sein des armées africaines qui soient en mesure de mettre en œuvre des moyens mis à disposition, soit par la France ou soit par d'autres pays européens, en matière de renseignement, guidage aérien ou d'appui-chasse. Je bascule au Proche et Moyen-Orient. Chamal, je vous rappelle qu'on a basculé la semaine dernière sur une mission de conseil, d'assistance et de facilitation au profit des forces de sécurité irakiennes. Il n'y a plus de mission combattante en Irak. C'est important de le souligner à nouveau. L'ATL-2 qui était engagé dans Agénor a conduit ses derniers vols et donc resté déployé pendant un mois à partir d'Abu Dhabi. Il a réalisé 12 vols d'environ 7 heures chacun et il a participé à la connaissance, à l'appréciation autonome de situation dans cette zone. Je passe rapidement sur ce point puisque la capitaine de vaisseau Potier vous parlera de sa mission Languedoc et sera beaucoup plus précise que moi. Un mot sur la FDA Chevalier Paul qui est engagée dans la CTF 150 dont on vous parle assez régulièrement puisque c'est la task force qui est chargée de lutter contre les différents trafics dans le golfe Persique et la mer d'Oman. Donc la frégate Chevalier Paul a accompagné des navires de commerce lors de leur passage du détroit d'Ormuz. Et a participé également à l'appréciation autonome de situation de la France. Suivant. Pour la Méditerranée, un mot sur le PHM Bouan qui n'apparaît pas sur la carte, il apparaît sur la carte, pour vous signaler qu'il termine sa mission au sein de l'opération EUNAVFOR Med Irini, donc nous n'aurons plus de moyens de surface dans l'opération, mais on continue à fournir des moyens aériens, Falcon Marine notamment. En particulier, la FREM Auvergne qui est engagée en mer Noire. Je pense que vous avez suivi l'actualité, notamment l'interaction avec la frégate russe Admiral Essen, qui est également un petit exercice de communication stratégique sur lequel on pourra revenir. Ça fait un peu la symétrie avec ce dont on a pas mal parlé la semaine dernière, l'interaction avec les avions de chasse russes au-dessus de la mer Noire. On pourrait y revenir en détail. Donc,
Elle arrive aujourd'hui à Constanța, elle va faire une relâche opérationnelle pendant 4 jours en Roumanie, va repartir en mission d'observation de surveillance en mer Noire, reviendra à Constanța, puis après poursuivra sa mission jusqu'à début janvier, où elle ressortira de la mer Noire pour rejoindre la Méditerranée. Le déploiement de ce bâtiment de la Marine nationale, comme ce que je vous ai dit la semaine dernière à propos des avions qui sont déployés régulièrement, répond à 3 besoins. Le premier, c'est assurer la capacité autonome d'appréciation de situation de la France dans cette zone stratégique. Le deuxième, c'est marquer l'attachement de la France à la liberté de circulation aérienne et maritime. Et c'est ce qu'on fait en se déployant régulièrement. Et enfin, entretenir l'interopérabilité avec les marines riveraines et alliées présentes dans la zone. Et c'est ce que va faire la frégate avec la marine roumaine dans les tout prochains jours. Et pour vous signaler enfin que ce n'est pas une mission exceptionnelle, comme c'était le cas la semaine dernière pour les avions, nous en sommes à 30 escales en mer Noire de la Marine nationale depuis 2014. Donc c'est des choses qu'on fait régulièrement et qui ne sont pas forcément liées à l'actualité par ailleurs. Un mot sur l'exercice Chebec, dont je vous ai parlé également la semaine dernière, un exercice franco-marocain qui a engagé 2 frégates, la frégate Guéprat du côté français, la frégate Sultan Moulay Ismail du côté marocain. Donc l'exercice s'est terminé, une série d'activités conjointes de lutte antiaérienne, contre des chasseurs marocains et un Falcon 50 marine français, de lutte anti-navire contre un patrouilleur marocain et de recherche de naufragés avec l'appui de la chaîne sémaphorique marocaine. Donc un bon exercice bilatéral qui marque la richesse et l'intensité des relations qu'on peut entretenir avec le Maroc. Je passe en Europe du Nord pour vous parler de Lynx. Lynx, nous basculons de la mission Lynx 11 à la mission Lynx 12. Donc en termes de bilan Lynx 11, vous l'avez sous les yeux. Donc ce sont des missions qui restent toujours très très denses et très intéressantes pour les armées. Notamment en termes de capacité à s'entraîner dans des environnements de haute intensité, des scénarios de haute intensité. Donc Lynx 11, c'est 7 exercices multinationaux majeurs et 5 campagnes de tir sur les camps de Tapa et d'Adasi. Et au total, c'est 171 000 projectiles tirés, dont 400 kg d'explosifs et 3500 obus. Donc c'est quand même des capacités dont on a du mal à disposer en France. Et ça présente tout l'intérêt de ce déploiement, à la fois marquer notre solidarité vis-à-vis de nos alliés et en particulier de l'Estonie. Il y a un jeu de vases communicants puisque l'Estonie est déployée à nos côtés dans la BSS et nous marquons notre solidarité en étant présents en Estonie et marquer notre solidarité au sein de l'OTAN tout en profitant de capacités d'entraînement dans des scénarios de haute intensité dont on a du mal à disposer en France. Donc Lynx 12 maintenant est à l'œuvre, c'est le 5e régiment de dragons qui fournit le noyau clé et qui est déjà engagé dans un premier exercice, l'exercice Bolt Juniper du 14 au 17 décembre, qui est un exercice d'intégration au sein du Battle Group britannique, puisque nous restons sous commandement britannique dans le cadre de cette mission. Suivante. Territoire national pour vous parler d'une belle opération, l'opération Mokaran, qui est une opération aéromaritime de lutte contre la pêche illégale qui s'est déroulée dans les eaux guyanaises pendant 3 semaines, de mi-novembre à début décembre, avec un renfort d'unités spécialisées qui sont venues de métropole. Donc le bilan en quelques mots, c'est 3 navires brésiliens, notamment 3 navires brésiliens surpris en flagrant délit de pêche illégale dans les eaux guyanaises, une saisie de 12 tonnes de poissons et de 13 km de filets. Mais ce qui est intéressant à noter et que je signale, c'est que sur les 3 navires, on avait 2 récidivistes. Et comme ils ont récidivé, ils ont été détruits sur l'ordre de l'autorité judiciaire. Ça en fait 2 de moins. Un mot sur la prépa OPS. Donc l'exercice Valmy, qui est un exercice de l'armée de terre en traitement de haute intensité, l'idée par le premier régiment de chasseurs de Verdun. L'idée, c'est de durcir l'entraînement des unités blindées dans l'hypothèse d'un engagement de haute intensité en mettant en œuvre des moyens de dernière génération, essentiellement liés au programme Scorpion, qui est l'une des grandes améliorations du combat terrestre au cours depuis quelques mois, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de programmation militaire. Et un exercice intéressant également, parce qu'il y a une unité amie qui joue, et il y a une unité amie qui joue l'opposition pour rendre les choses réalistes. Un mot sur la NRF. Pour vous signaler 2 choses. La première, c'est la fin de la prise d'alerte bientôt, le 31 décembre,
de FR Marfort, de la Force aéromaritime française de réaction rapide, qui a tenu l'alerte pendant 1 an et qui était donc en mesure de prendre le commandement d'une composante maritime de l'OTAN dans le cadre de l'ANRF. FR Marfort a conduit de nombreuses activités, a participé à plusieurs exercices internationaux tels que Noble Jump 21, Dynamic Mariner 21, Dynamic Mariner ayant permis d'organiser la bascule vers l'état-major britannique qui prend l'alerte NRF maritime à partir du 1er janvier 2022. Et justement, le 1er janvier 2022, la France assume le rôle de nation 4 dans le cadre de cette alerte NRF. On vous en parlera début janvier. On fera un point plus précis. Donc on va assurer les postes de commandement des composantes terrestres et aériennes, et on va contribuer massivement à l'armement de la force opérationnelle interarmée à très haut niveau de préparation, VJTF. En anglais, ça donne Very High Readiness Joint Task Force, qui est le fer de lance de la NRF. Globalement, c'est près de 8000 soldats français qui vont être en alerte, notamment. Et dans ce cadre, je vous signale un exercice qui a été conduit par l'armée de l'air et de l'espace, Steadfast Jackal, qui avait pour objectif de préparer le centre air de planification et de conduite des opérations à assurer le commandement de la composante aérienne de la NRF. Ça signifie la capacité à gérer jusqu'à 150 sorties d'avion par jour, à contrôler jusqu'à 3 zones d'opération différentes simultanées avec un fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et ça s'est plutôt très bien passé. Et on vous fera un point en début janvier. Voilà pour cette partie OPS. Si vous n'avez pas de questions, je vais laisser la parole au capitaine de vaisseau Potier. Question. Myriel Craffery, indépendant. Bonjour mon colonel. J'avais 2 questions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. La première, c'est est-ce que vous pouvez revenir sur le nouvel épisode de communication stratégique, là, juste pour nous donner votre version des faits concernant l'Auvergne, en quelques mots, juste pour illustrer. Et je voulais que vous revenir, s'il vous plaît, sur la partie Mali. Je voudrais être sûr de bien comprendre, ou en tout cas d'avoir un éclairage, les 3 missions, les 3 piliers des missions de la nouvelle force post-Barkhane. Je voudrais savoir, ces missions-là sont déployables sur l'ensemble du Mali? Voilà, si vous pouviez juste me faire un point là-dessus. Merci beaucoup. Alors, premier point sur l'exercice de communication stratégique, c'est qu'en fait, quand la FREMM Auvergne a franchi le détroit du Bosphore et est rentré en mer Noire, le ministère de la Défense russe a sorti une dépêche disant qu'ils avaient vu, là, je vous la fais, enfin, je ne suis pas mot à mot, un bâtiment français, un bâtiment de guerre français rentré en mer Noire et que donc les forces russes surveillaient ce bâtiment français. En fait, ce qui s'est passé, et c'est pour ça qu'on a mis en ligne l'enregistrement de l'échange avec la frégate russe, c'est tout simplement que comme ça se fait habituellement, la frégate a eu un échange très courtois, vous avez pu le voir sur l'enregistrement qui a été rendu public, très courtois avec son homologue russe, qui s'est mis à 2 nautiques et sous contrôle du capitaine de vaisseau Lavaux, qui est sans doute beaucoup plus qualifié que moi, a mis en œuvre des procédures qui n'ont rien d'extraordinaire, qui sont classiques pour ce type d'activité. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'il y avait une volonté un peu pas de dramatiser, mais de faire monter un peu de cadrer ça de manière un peu agressive. On va surveiller la frégate française. Et en fait, quand on regarde ce qui s'est passé réellement, ça s'est passé de manière très courtoise et conformément aux habitudes, aux usages habituels. Et ça fait un peu le pendant de ce qu'on a vu pour l'affaire des avions, où l'armée russe a déclaré avoir empêché des avions de chasse la semaine dernière de rentrer dans l'espace aérien russe. Et en fait, on a montré par des images que les avions étaient restés dans l'espace aérien international, qu'il y avait eu des interactions effectivement avec les Russes et qu'elles avaient été extrêmement courtoises. Voilà. On est vraiment dans un exercice de communication. Ça permet de relativiser quand on voit des dépêches tomber qui donnent l'impression qu'on monte en tension et en fait... peut-être que ça arrivera, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Sur la partie, ce que vous avez dit sur la question que vous posez sur Barkhane, donc il y a 3 axes d'effort, je les rappelle. Premier axe, partenariat militaire opérationnel. Deuxième axe, partenariat militaire de combat, c'est-à-dire partenariat militaire opérationnel, c'est entraînement conjoint avec les forces locales. Partenariat militaire de combat, c'est on va combattre les groupes armés terroristes avec les forces locales. Et comme je vous l'ai déjà dit, on change de philosophie. On passe d'une logique où les unités françaises vont taper directement les GAT à une logique où les unités françaises accompagnent les forces sahéliennes qui vont taper directement les GAT. Et le troisième volet, c'est la réassurance, notamment avec des capacités terrestres et aériennes relativement robustes.
Ces activités, elles n'ont pas vocation à rester localisées dans certaines zones. Elles peuvent être conduites partout dans la BSS, mais tout dépend des conditions. C'est-à-dire que, par exemple, la réassurance, on a eu des missions de réassurance le 4 décembre à Kidal, donc dans le nord du Mali. On peut avoir des missions de réassurance dans le sud-ouest du Niger, dans la zone des 3 frontières, au profit des forces nigériennes, au profit des Maliens. Tout dépend des conditions opérationnelles. Le partenariat militaire opérationnel, il va être mis en œuvre au Niger, il va être mis en œuvre au Mali. S'il faut, si les conditions l'exigent, si les conditions le permettent, on fera peut-être du partenariat militaire opérationnel à Kidal, à Tombouctou ou à Tessalit, de manière ponctuelle. On en fait à Bamako, par exemple. Vous voyez, donc il n'y a pas de limitation, mais ça ne peut pas être partout non plus en même temps parce que c'est grand et qu'on ne peut pas être partout à la fois. Voilà. Le partenariat militaire de combat, aujourd'hui, la réalité, c'est Takuba, et c'est des groupements tactiques déserts français qui accompagnent les unités maliennes et les unités nigériennes, puisqu'on a un GTD à Niamey dont la vocation est d'accompagner les forces armées nigériennes, et on a des unités françaises à Gao dont la vocation est d'accompagner les forces maliennes. Est-ce que ça répond à votre question ? Quand vous dites on a un GTD à Niamey, à Gao, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le duo, le binôme, va se déployer autour de Gao, enfin dans un rayon d'action. Non, le GTD qui est à Niamey accompagne actuellement, à l'heure où je vous parle, ce GTD, il est avec une compagnie spéciale d'intervention dans la zone des 3 frontières. D'accord. Donc c'est pas territorialisé? Non. Ok, d'accord. Après, compte tenu des contraintes logistiques, le GTD qui est à Niamey, assez logiquement, il ne va pas monter à Gao. Enfin, oui. Il y a des zones d'opération, mais ils ont vocation à intervenir dans la zone. Ok, merci. Tout est affaire de conditions ensuite. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de laisser la parole. Merci. Bonjour, je suis le capitaine de vaisseau Claire Potier et je commande depuis le 27 juillet dernier l'équipage B de la frégate Languedoc, frégate multimission spécialisée en lutte anti-sous-marine et basée à Toulon. Le 22 octobre dernier, le Languedoc a rejoint son port-base après un déploiement d'une demi-année. Le bâtiment a dans un premier temps été déployé en Méditerranée orientale au sein du groupe aéronaval du porte-avions Charles de Gaulle. Puis, de juin à octobre, le Languedoc a opéré en océan Indien, dans la zone allant de la mer Rouge au golfe arabo-persique. Une relève d'équipage à Abu Dhabi début août a permis cette mission particulièrement longue. Le Languedoc a ainsi assuré pendant 4 mois et demi la permanence de la présence navale française dans le nord de l'océan Indien. Je me concentrerai dans mon propos sur la seconde partie du déploiement que j'ai conduite avec l'équipage B. Cette mission s'articulait autour de 2 objectifs principaux: entretenir l'appréciation autonome de situation dans la région et protéger en mer les intérêts nationaux, européens et internationaux en coopération avec nos partenaires. La situation dans le nord de l'océan Indien est marquée par les tensions entre États régionaux et extérieurs et par l'instabilité de plusieurs pays riverains. Cette situation est versatile et sur le terrain, les différents acteurs peuvent passer rapidement d'une posture de retenue à une posture d'escalade. Les moyens militaires, maritimes et aériens maintiennent donc un haut niveau de vigilance afin d'être en mesure d'identifier les signes annonciateurs d'une dégradation et, le cas échéant, de faire face à une escalade de la violence. Les crises à terre débordent en mer et représentent une menace pour la liberté de navigation et la sécurité maritime, menace à laquelle nous devons faire face. Pour cela, le Languedoc a donc intégré pendant 2 mois l'opération multinationale Agénor, dont la France assure le commandement depuis le 15 juillet 2021. Avec une posture de désescalade, mais néanmoins dissuasive, nous avons franchi 11 fois le détroit d'Ormuz et patrouillé dans ses approches afin de protéger les flux maritimes stratégiques et de rassurer les acteurs du commerce maritime mondial. Nous avons également intégré l'opération européenne Atalante lors de notre présence au large de la Corne de l'Afrique. Enfin, nous avons participé à la lutte contre le narcotrafic. Les voies terrestres sont actuellement moins praticables en raison de la crise sanitaire. A contrario, les trafics illicites en mer ne faiblissent pas. Les échanges avec nos partenaires de la Combined Task Force 150 ont été fructueux et ont conduit à 2 saisies de stupéfiants sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard. Pour finir, nous avons également agi avec les partenaires de la région pour le renforcement de la sécurité maritime. Le Languedoc a ainsi conduit plusieurs activités de coopération opérationnelle. Avec les forces armées émiriennes et le détachement de plongeurs démineurs des forces françaises aux Émirats arabes unis, nous avons simulé une intervention sur une charge explosive improvisée déposée par drone sur un navire civil.
Nous avons également accompagné la marine jordanienne dans son processus de certification de niveau OTAN de ses équipes de visite. Ces exercices ont renforcé notre capacité à agir avec nos partenaires en cas d'attaque contre des navires civils, et la communication qui a été associée contribue à ces mesures dissuasives. Cette mission a été particulièrement variée grâce à la flexibilité d'emploi qu'offre la FREM. 3 opérations spécifiques, conduites à quelques jours d'intervalle, ont marqué ce déploiement et illustrent cette agilité. Les 20 et 27 septembre, le Languedoc a effectué 2 saisies de stupéfiants. Nous patrouillons alors sous commandement Agénor et avons détecté des boutres suspects. Or, la lutte contre le narcotrafic ne fait pas partie du mandat de l'opération Agénor. Le Languedoc est donc passé sous le commandement de la Task Force 150 pour réaliser les enquêtes de pavillon, puis les visites, qui ont conduit à la saisie de plus de 5 tonnes de résine de cannabis et de 166 kg de méthamphétamine. Cette agilité est un gage d'efficacité opérationnelle car elle permet à un même moyen de contribuer à plusieurs missions simultanément ou successivement. La capacité française dans ce domaine est saluée par nos partenaires. Au bilan, en 2021, sur l'ensemble des théâtres, ce sont plus de 44 tonnes de drogue qui ont été interceptées par la Marine nationale. Quelques jours plus tard, dans la nuit du 29 au 30 septembre, l'hélicoptère Caïman de la flottille 31F, embarqué sur le Languedoc, a évacué 3 marins gravement atteints par la Covid depuis un navire civil. En fin d'après-midi, le 29, le navire, qui se trouvait alors à plus de 300 nautiques de l'hôpital le plus proche, a signalé à UKMTO, un organisme civil britannique qui fait le lien avec les bâtiments en mer, qu'il avait à bord 3 marins sous assistance respiratoire et qu'il allait manquer d'oxygène. Cette information a été relayée à l'état-major d'Atalanta puisque le bâtiment civil se trouvait dans sa zone de responsabilité. Des échanges entre les différents états-majors des coalitions présents dans la zone ont montré que le Languedoc, qui patrouillait alors au large du Sultanat d'Oman, était le bâtiment porte-hélicoptère le mieux positionné pour intervenir. Nous avons donc été déroutés pour aller porter assistance à ce navire et, vu les élongations, l'opération a duré toute la nuit et a été conduite en limite de portée du Caïman. C'est un équipage fier de ce riche bilan opérationnel qui a retrouvé Toulon et les siens le 22 octobre dernier. Je souhaiterais maintenant revenir sur la relève d'équipage qui a eu lieu à Abu Dhabi du 2 au 4 août. Sur les théâtres lointains, conduire une relève d'équipage permet un gain d'efficacité opérationnelle. Il faut par exemple respectivement de 5 à 15 jours pour rejoindre la mer Rouge ou le golfe arabo-persique depuis Toulon. En économisant une relève de bâtiment, une relève d'équipage permet de limiter les phases de ralliement et de réduire également les contraintes cinématiques. Les doubles équipages apportent donc une souplesse aux contrôleurs opérationnels dans l'emploi des unités placées sous leur commandement. La Marine nationale conduit régulièrement des relèves d'équipage en cours de déploiement sur les différents types d'unités à double équipage. Une relève d'équipage en opération sur FREM représente un défi humain, logistique et technique supplémentaire en raison de la taille de l'équipage et de la complexité du navire. Cette manœuvre a été planifiée de manière à minimiser la durée d'immobilisation du bâtiment. L'objectif était de disposer en 3 jours d'un équipage pleinement opérationnel, paré à appareiller pour conduire toutes les missions dévolues au FREM. Pour cela, l'équipage a réalisé un cycle complet d'entraînement individuel et en équipe à terre avant le déploiement, les simulateurs permettant alors de pallier l'absence du bâtiment. La manœuvre logistique était d'une ampleur relativement modérée pour un équipage de 150 personnes en incluant les détachements. Elle ne pouvait cependant souffrir aucun retard et le soutien des forces françaises aux Émirats arabes unis a été déterminant pour le succès de cette manœuvre logistique. Enfin, les équipages ont finalisé en 3 jours la passation de l'ensemble des consignes sur l'état du bâtiment et de ses équipements qui ont été fortement sollicités par les conditions climatiques extrêmes qu'on peut rencontrer en été dans le golfe arabo-persique. L'ensemble de la manœuvre a été conduit avec une grande fluidité et le Languedoc a pu reprendre la mer et les opérations dès le 5 août. Il s'agissait de la 2e relève d'équipage de FREM sur un théâtre d'opération extérieure. En 2020, le Languedoc avait déjà été déployé en océan Indien de mai à novembre avec une relève d'équipage déjà à Abu Dhabi. Au bilan, depuis 2019 et la création du second équipage, le Languedoc a été absent du port-base 490 jours, soit 2/3 du temps, et a effectué 2 déploiements de longue durée, respectivement de 7 et 6 mois. La mission que le Languedoc et ses 2 équipages viennent d'accomplir est une excellente illustration du rôle majeur des frégates multimissions dans les opérations aéromaritimes.
endurante, dotée de systèmes d'information et d'action performants. Elle possède un panel de systèmes d'information, de commandement et de communication qui leur permet d'intégrer rapidement des forces et des structures de commandement variées. Elles sont armées par des équipages polyvalents, dont le niveau de compétence et de préparation opérationnelle augmente encore grâce au passage à double équipage. J'ai ainsi été déployée avec le Languedoc B, 4 jours après ma prise de commandement, avec un équipage renouvelé à plus d'un tiers dans les semaines précédentes. Le succès de cette mission et de la relève d'équipage fait suite au succès obtenu lors du déploiement 2020 par mon prédécesseur et le capitaine de vaisseau Le Goff, commandant de l'équipage A. Ces succès montrent toute la pertinence du modèle retenu et de l'organisation retenue pour la préparation opérationnelle et pour l'organisation des relèves. J'ai transmis la responsabilité du Languedoc au capitaine de vaisseau Le Goff le 25 novembre dernier et c'est pleinement confiante dans les capacités de mon équipage que j'appareillerai mi-avril après 5 mois d'interruption d'activité à la mer. Je suis prête à répondre à vos questions. Merci beaucoup, commandant. Des questions pour le capitaine de vaisseau Potier? En audio, non. En salle? Non plus. Merci beaucoup, commandant, pour ce témoignage sur cette opération et cette relève d'équipage. Pas de point presse d'ici la fin de l'année, sauf si l'actualité le justifie bien évidemment. On reste évidemment à votre disposition, tous les services, toutes les équipes de communication, mesdames et messieurs les journalistes. Et en notre nom à tous, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous le 6 janvier. Merci beaucoup.